Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Week-end Info. Donc, voici les grands titres que nous allons développer ce soir. Le département des Alliés en Normandie célébrera son 80e anniversaire le 6 juin prochain. Retour sur ces soldats qui ont contribué à cette victoire. Dans Week-end Info, une page spéciale est consacrée. Une épreuve des Jeux Olympiques était visée lors de l'attentat déjoué à Saint-Étienne hier, vendredi 31 mai. Le suspect est un Tchétchène âgé de 18 ans, inconnu des services de renseignement. L'inquiétude est vive en Italie après le passage de pluie diluvienne. 3 jeunes sont portés disparus. Les images d'eux bloqués au milieu d'une rivière ont suscité beaucoup d'émotions. Et puis, ce jeudi 1er juin, les manifestants se sont retrouvés à Paris pour militer à Clément Méric, décédé il y a tout juste 11 ans. D'autres causes étaient également portées. Et c'est bien naturellement donc ce samedi 1er juin et non jeudi 1er juin. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. Et merci donc de nous recevoir pour la première de Week-end Info ce soir. Dorothée Baron a 18 ans lorsqu'elle s'engage en tant que signaleuse dans la branche féminine de Royal Navy. Pourtant, elle a bien failli ne jamais rentrer dans l'armée car trop petite pour s'engager. J'ai mis mes cheveux en chignon et j'ai déposé du carton dans mes chaussures afin de gagner quelques centimètres en taille et compte Dorothée Baron, vétéran donc de la branche féminine de la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale. Reportage rencontre Émilie Meyer. Dorothée Baron a 18 ans lorsqu'elle s'engage en tant que signaleuse dans la branche féminine de la Royal Navy. Pourtant, elle a bien failli ne jamais rentrer dans l'armée, trop petite pour s'engager. J'ai mis mes cheveux en chignon et j'ai mis du carton dans mes chaussures pour me faire plus grande. Ils ont vu que j'étais si déterminée. Ils ont accepté que je les rejoigne. En charge des communications, Patricia Outram a elle pour mission d'intercepter les signaux maritimes ennemis. Nous avons passé de nombreuses heures à écouter les communications allemandes pour écrire exactement ce que nous entendions. À seulement 17 ans, Marie Scott tiendra elle un rôle direct dans le débarquement. En communication avec les soldats qui arrivent sur les plages, elle est alors projetée au milieu des combats. Ce que j'entendais, c'était des tirs de mitrailleuses continus, des coups de canon, des hommes qui criaient des ordres. À son apogée en 1944, la branche féminine de la Royal Navy a compté jusqu'à 74 000 membres. 303 d'entre elles ont perdu la vie. À bord de sa Jeep, Antoine Stipp vient de débarquer avec ses camarades rangers. Ils ont dû affronter les friantesques escalades du côte de Calvados sous le feu allemand en 2024. 80 ans après le débarquement, ce passionné est dans son élément sur cette reconstitution. Le camp Geronimo de son nom est le plus grand d'Europe avec, tenez-vous bien, 250 collectionneurs, infirmières, soldats de l'armée américaine et aviateurs. Sur place, les démonstrations s'enchaînent, c'est impressionnant. On se rend beaucoup plus compte quand on voit le poids que les soldats portaient, relate un homme en costume, Thiago Puga. À bord de sa Jeep, Antoine Stipp vient de débarquer avec ses camarades Rangers. Ce matin, ils ont dû affronter l'effrayante escalade des côtes du Calvados sous le feu allemand. Ils ont franchi la pointe du Hoc, ils sont montés avec des grappins le haut de la falaise. À ce détail près que nous sommes en 2024, 80 ans après le débarquement, ce passionné est dans son élément. Ah là, je suis aux anges. Aux anges. Ouais, moi j'aime bien faire ça, j'ai toujours aimé le militaria. Alors là, le 80e en plus, c'était une occasion. Je voulais pas le louper. Le camp Geronimo est le plus grand d'Europe avec 250 collectionneurs, infirmières, GIs et aviateurs. Alors pour ce premier jour, les démonstrations s'enchaînent. On va retrouver la pince pour couper les barbelés. Devant lui, les 2 poches pour ses munitions. Les musées, c'est bien, ça apporte beaucoup de choses, mais quand on le voit vraiment comme là, c'est autre chose, c'est plus vivant. C'est impressionnant en fait. Je pense qu'on se rend beaucoup plus compte quand on voit le poids que les soldats portaient. Ici, chacun vient avec son propre matériel. Environ 4 000 € par exemple pour cet équipement complet. Hier encore, les derniers retardataires arrivaient.
Mais garer un char de plusieurs tonnes s'avère une opération compliquée. La météo n'est pas avec nous, vous voyez, là, tout de suite, là, ça patine. Ça va être manœuvre pratiquement impossible. Éric Gérard a traversé la France. Plus qu'une passion, la reconstitution pour lui, c'est un mode de vie. J'ai fait Bastogne, dans les Ardennes. Et puis dans le secteur où j'habite, on fait quelques concentrations. C'est où ça Entre Reims et Épernay. Le temps d'un week-end, le plaisir de se retrouver ensemble, partager la dure vie des soldats, tout en se rappelant de la chance qu'on a. C'est quasiment un jeu pour nous, quoi, on va dire. Eux, c'était carrément autre chose, ils faisaient la guerre. Le camp sera en place jusqu'au 9 juin. Il se déplacera 3 fois au cœur de Sainte-Mère-Église, exceptionnellement, pour des défilés en tenue d'époque. Et pour être le plus complet possible dans cette page spéciale des 80 ans du débarquement, parlons de cette œuvre qui est, vous vous en doutez, historique, intitulée Longest Day en français, le jour le plus long. Elle date de 1962. L'industrie cinématographique Hollywood s'est donnée pour projet pour faire vivre aux téléspectateurs des œuvres qui ont changé le cours de l'histoire. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Le thème musical est tout à fait mythique. 3 heures de cinéma pour vivre le débarquement du 6 juin 1944. La reconstitution historique a été réalisée sans images d'archives. 20 000 figurants y ont tout de même participé. Retour de ce film, donc extrêmement connu, grâce à Fanny Mathieu. Ici Londres. Un message radio. Les Français parlent aux Français. Un casque abandonné sur une plage. Un thème musical mythique. 3 heures pour vivre le débarquement du 6 juin 1944. Une reconstitution historique sans images d'archives. Ce film, vous l'avez deviné sans doute, c'est Longest Day, le jour le plus long. Le film de la démesure. Un budget phénoménal. Au casting, pas moins de 20 000 figurants, toujours présents dans l'imaginaire des touristes en Normandie. Un film culte. C'est en 1961 que le réalisateur américain Daryl Zanuck débute le tournage en Corse, à l'île de Ré, puis en Normandie. Les gouvernements français, anglais, allemands lui prêtent soldats, avions et bateaux. Zanuck, lui, veut toutes les stars de l'époque. C'est 43 rôles principaux. Combien de temps durera la réalisation de ce film? 8 ou 10 mois. Richard Burton, Robert Mitchum, John Wayne, Sean Connery, Arletty, Bourvil sont à l'affiche du film qui coûtera plus de 10 millions de dollars. La première superproduction, à l'époque la plus chère de l'histoire. Aux côtés des stars, il y a aussi 23 000 figurants du jamais vu. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les parachutistes américains pleuvent sur Sainte-Mère-Église. C'est là, sur cette place, que Philippe Duchemin, un habitant de la commune... Là, me voilà dans la chaîne des seaux d'eau. Je me reconnais très très bien ici. Quelques secondes de gloire et un souvenir éternel. Sainte-Mère-Église, c'était l'effervescence, c'était la fête. Il y avait des gens qui venaient mais de toute l'Europe. Hein. Autour de la place de Sainte-Mère-Église, il y avait des arbres, des grands arbres. Les jeunes montaient dans les grands arbres, ils restaient dans les grands arbres toute la nuit pour pouvoir voir les scènes de tournage du film. Il y avait des centaines, des milliers de personnes. Son film culte, il l'a vu plus de 100 fois. De son aventure, il a tout conservé. Ses fiches de paix, le programme de cinéma et aussi le disque de Dalida. Le film continue d'attirer les touristes du monde entier en Normandie. À Sainte-Mère-Église, il y a ceux qui le rejouent encore et encore. À côté de Caen, ceux qui viennent faire quelques pas sur Pegasus Bridge, là où le joueur de cornemuse galvanisait les troupes britanniques. Une scène culte, mais pas vraiment historique. Le pont est mondialement connu pour le joueur de cornemuse qui traverse le pont en jouant, alors qu'en fait, il a traversé le pont très vite sans jouer. Qu'importe, Pegasus Bridge et le jour le plus long restent incontournables pour les Britanniques. Très bon film, mais qui aurait peut-être mérité une nouvelle version par Spielberg, comme Il faut sauver le soldat Ryan. Sur les plages d'Utah, d'Omaha,
À la pointe du Hoc, on parle aujourd'hui encore du film Le jour le plus long en américain, en italien, espagnol, allemand ou japonais. Car oui, il a fait le tour du monde. À sa sortie en 1962, 12 millions de Français l'ont vu au cinéma. Et c'est vrai que c'était la talentueuse et regrettée Dalida qui avait interprété la musique du film Le jour le plus long. Et dans le reste de l'actualité, je vous le disais dans les titres au début de ce programme, le suspect avait une cible bien identifiée. Il voulait s'attaquer aux abords du stade Geoffroy-Guichard pendant les épreuves olympiques pour s'y rendre en martyr aux spectateurs et aux forces de l'ordre. Rokam B, de son nom, c'est un Tchétchène de 18 ans, inconnu des services de renseignement, était-il en contact avec ces djihadistes? En tout cas, sur son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé des échanges sur des messageries chiffrées avec des individus, eux connus pour des services de police, mais pour l'heure, aucune cellule terroriste n'a été identifiée. Henri Pufnet. Le suspect avait une cible bien identifiée. Les abords de Geoffroy-Guichard pendant les épreuves olympiques pour s'en prendre en martyr aux spectateurs et aux forces de l'ordre. Mais dans son projet, quels étaient les liens avec le djihadisme de Rokman B, ressortissant tchétchène, âgé de 18 ans, inconnu des renseignements? Sur son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé des échanges sur des messageries chiffrées avec des individus connus des services. Mais à ce stade, aucun complice direct, aucune cellule n'ont été identifiés. Dans cette affaire, il ne s'agit pas d'une organisation en tant que telle, mais comme nous le voyons malheureusement trop souvent, des personnes qui, chez nous, souvent extrêmement jeunes, veulent passer à l'acte. Depuis 2018, 3 attentats en France ont été commis par des terroristes d'origine nord-caucasienne. En plein Paris, dans le quartier d'Opéra, à Conflans-Sainte-Honorine avec l'assassinat de Samuel Paty, puis à Arras avec celui de Dominique Bernard. À chaque fois, des hommes armés de couteaux qui passent à l'acte seuls. Selon cet expert du djihadisme, une menace diffuse, difficile à évaluer, mais qui risque de s'accroître à l'approche des Jeux. On sait évidemment du côté djihadiste qu'en frappant les Jeux Olympiques, on va faire très mal à la population française qui a déjà subi un certain nombre d'attentats, très mal évidemment du point de vue symbolique à l'opinion. Ils auront gâché les Jeux, hein. Disons les choses, s'il y a un attentat, les Jeux seront gâchés. Depuis 2017, 50 attentats ont déjà été déjoués, selon le ministère de l'Intérieur. Pris au piège par le fleuve à bout de force, les 3 jeunes âgés de 20 à 25 ans tentent de résister tant qu'ils peuvent. Les pompiers arrivent et tentent de les récupérer, tant bien que mal depuis la grue avec une corde sans succès. Ils ont été emportés vendredi 31 mai en début d'après-midi. Ils sont toujours portés disparus à l'heure où nous parlons. Le drame est survenu dans la région de Duni en Italie, dans le village de Premariaco, en alerte jaune crue et inondation hier. La partie du fleuve Natizone, interdite car connue pour ses crues, semblait encore calme quand ils sont arrivés sur place, mais ils se sont retrouvés comme piégés en quelques minutes. Le récit de Romy Shapira. Pris au piège par le fleuve, à bout de force, les 3 jeunes âgés de 20 à 25 ans tentent de résister comme ils peuvent à la crue soudaine. Appelés par des riverains, les pompiers arrivent très vite sur place et tentent de les récupérer depuis leur grue au moyen de cordes. Passe là, attrape la corde, attrape la corde. Oh non, mon Dieu. Sans succès. Emportés hier en début d'après-midi, ils sont toujours portés disparus. Le drame s'est déroulé dans la région d'Udine, dans le village de Premariaco, placé en alerte jaune, crue et inondation. Fréquenté pour la baignade, avec sa plage que l'on voit ici à droite du pont, cette partie du fleuve Natizone est pourtant interdite, car connue pour ses crues imprévisibles. Lors de leur arrivée sur la rive, comme on le voit sur cette photo, le fleuve semblait encore calme. Mais en quelques minutes, ils se sont retrouvés piégés. Ces jeunes gens, étudiants ou originaires de la région d'Udine, étaient venus voir leurs parents pour le week-end. Depuis leur disparition, le pays est suspendu aux informations délivrées par les pompiers. On a déployé un hélicoptère, des moyens de la protection civile. Nous avons aussi des drones pour survoler la zone et des bateaux à moteur qui remontent le fleuve.
Le téléphone portable d'une des étudiantes a été retrouvé en fin de matinée sur la rive. Ce soir, les 3 jeunes gens sont toujours activement recherchés. Malgré la pluie, des milliers de manifestants se sont retrouvés à Paris pour manifester contre le fascisme samedi 1er juin. Cela fait 11 ans que Clément Méric a été assassiné en pleine rue de Paris par des militants d'extrême droite, recontextualise Muriel Gilbert, co-déléguée de l'Union syndicale solidaire. L'actualité a rattrapé la mobilisation à l'appel du collectif Urgence Palestine. Ils sont nombreux à avoir porté la voix du peuple palestinien. Nous sommes tous des enfants de Gaza, scandaient les manifestants. Le drapeau kanak flottait également lors de la manifestation aujourd'hui. Cet unique cortège est arrivé dans le calme, place Gambetta à Paris, en fin d'après-midi, avant que des heures éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Certains commerces ont donc été saccadés, comme nous le rappelle Marie Moreau. Malgré la pluie, des milliers de manifestants se sont rassemblés contre le fascisme dans les rues parisiennes. Et ça fait 11 ans que Clément Méric de Solidaires étudiants a été assassiné en pleine rue de Paris par des militants d'extrême droite. On voit qu'il y a une montée de l'extrême droite partout, mais pas seulement des partis, mais aussi de leurs idées. Une mobilisation rattrapée par l'actualité cette année. À l'appel du collectif Urgence Palestine, ils sont nombreux à voir porter la voix du peuple palestinien. On soutient ce peuple qui malheureusement est en train de vivre un génocide qu'ils ont eux-mêmes vécu il y a quelques années en arrière. Donc l'histoire se reproduit. À leur côté flottent les couleurs du drapeau kanak. Et c'est important pour nous en tant que kanak qui sommes très peu nombreux ici d'augmenter notre visibilité et surtout faire converger les luttes parce qu'on est très isolés. Aujourd'hui, oui, c'est extrêmement important d'être ensemble contre tous les impérialistes et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est un seul et même combat. Un unique cortège arrivé dans le CAM place Gambetta en fin d'après-midi, avant qu'éclatent des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Certains commerces ont été saccagés. Des serviettes pour s'essuyer le visage dans un bureau de vote du nord de l'Inde. À chacun sa technique pour faire face à la chaleur. Le thermomètre a atteint 44 degrés, mais pour cette dernière étape des législatives, les électeurs ont tenu à faire le déplacement au niveau national. La participation est moins élevée qu'en 2019 à cause de la chaleur, mais surtout à cause de la victoire annoncée de la BJP, le parti nationaliste hindou, celui du Premier ministre sortant Narendra Modi. Reportage et explications sur place, Jeanne Citruc. Des serviettes pour s'essuyer le visage ou s'aérer. Dans ce bureau de vote du nord de l'Inde, à chacun sa technique pour faire face à la chaleur. Ici, le thermomètre a atteint 44 degrés. Mais pour cette dernière étape des législatives, les électeurs ont tenu à faire le déplacement. Depuis mon enfance, dans ma famille, on dit tout le temps « il fait trop chaud, il vaut mieux attendre et aller voter dans la soirée ». Et finalement, on n'y va jamais. Au niveau national, pourtant, la participation est moins élevée qu'en 2019, à cause de la chaleur, mais surtout à cause de la victoire annoncée du BJP, le parti nationaliste hindou, celui du Premier ministre sortant, Narendra Modi. Je vote pour le BJP parce que Narendra Modi est l'un des seuls grands hommes de l'Inde. En surface, son bilan fait des envieux. La croissance indienne dépasse les 8%. Mais cette bonne santé apparente cache une réalité bien plus sombre, notamment l'explosion des violences religieuses, en particulier envers les musulmans et les chrétiens. Des minorités qui s'inquiètent de l'hindouisation de la société voulue par Narendra Modi. S'il remporte ce scrutin, il enchaînera un 3e mandat consécutif. Les résultats sont attendus mardi. Je vous le disais hier, dans le sud-est de la Martinique, un navire de pêche suspecté du transport de drogue est suivi pendant plusieurs heures par un hélicoptère et une frégate de la Marine nationale. Les militaires montent à bord, interpellent ses occupants et retrouvent 1,4 kg de cocaïne sur le bateau. C'est la 3e saisie d'envergure en seulement 3 semaines. Puisque le 15 mai dernier déjà, 2400 kg de cocaïne avaient déjà été saisis sur un bateau de pêche vénézuélien au nord-est de la Martinique. 2 semaines plus tôt, 1200 kg ont été retrouvés sur le voilier. Reportage de Jeanne Poissonnier.
Ce navire de pêche est suivi pendant plusieurs heures par un hélicoptère et une frégate de la marine, au sud-est de la Martinique. Une opération de nuit pour intercepter ce bateau suspecté de transporter de la drogue. Les militaires montent à bord et interpellent ses occupants. Un Français et 4 personnes originaires du Guyana. Ils découvrent la présence de plus de 1400 kilos de cocaïne sur le bateau. C'est la 3e saisie d'envergure en seulement 3 semaines. Le 15 mai, 2400 kilos de cocaïne étaient interceptés sur un autre bateau de pêche vénézuélien au nord-est de la Martinique. 2 semaines plus tôt, 1200 kilos sur ce voilier. Des quantités de plus en plus importantes venues des pays producteurs d'Amérique du Sud et allant vers les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. 3 routes et un point de croisement, les Antilles. Toute cette drogue qui a été produite massivement maintenant en Amérique du Sud, puisqu'on sait que la production a quasiment doublé en Colombie. Donc tout ça fait qu'on a des quantités massives qui passent et que les quantités que nous saisissons ne sont certainement qu'une partie émergée de l'iceberg par rapport à ce qui passe vraiment malheureusement. Depuis le début de l'année, plus de 14 tonnes de produits stupéfiants ont déjà été saisies par les forces armées aux Antilles. 3 tonnes de plus que sur l'ensemble de l'année 2023. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Ils ont été pris au piège à bout de force. Les 3 jeunes âgés de 20 à 25 ans tentent encore, à l'heure où je vous parle, de résister comme ils le peuvent à la crue. Les pompiers sont arrivés sur place et tentent encore de les récupérer depuis leur crue avec une corde sans succès. Ils ont été, je vous le rappelle, emportés hier en début d'après-midi. Ils sont toujours encore portés disparus. Le drame est suivi dans la région d'Udine en Italie, dans le village de Prima Marco, en alerte jaune, crue et inondation. La partie du fleuve Natison, interdite car connue pour ses crues, mais semblait encore calme quand ils sont arrivés, mais se sont retrouvés piégés en quelques minutes. Nous reviendrons donc sur toutes ces informations dès demain à partir de 20h. Je souhaite d'ici là de passer une très belle soirée malgré l'actualité lourde et sanglante. Merci d'avoir suivi le tout premier numéro de Week-end Info. Je souhaite une très belle soirée. Merci de votre confiance. Bonsoir et à demain.